Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre, on le sait, on continue, on sait, ce virus est extrêmement malveillant et intelligent et pernicieux, tout ça on sait, on espère en sortir un jour, hein, et après 14 il y a 18, après 39 il y a 45, mais pour le moment on en est là et on va parler de culture, hein. On va parler un peu de culture parce que en ce moment on ne parle plus du tout des musées, des cinémas, des théâtres, etc., etc. On va en parler et on va invoquer les mannes de notre actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Que fait Roselyne Bachelot? On va en parler, ou peut-être que ne fait-elle pas. Et puis on va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au sujet de la loi sur le séparatisme. Et alors, eh bien, écoutez, c'est très simple. Il y a des députés qui font comme si 1905, c'était il y a 115 ans, un peu plus, eh bien, comme si 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État n'avait pas encore eu lieu. Oui, on est encore sous la joue des curés. C'est ça le problème. C'est ça le problème du séparatisme aujourd'hui en 2021. Comment? Pourquoi? On va en parler. Et nous allons recevoir un homme libre, un professeur, Rémi Prudhomme, qui lance 100 cailloux dans la chaussure de monsieur Emmanuel Macron. 100 cailloux, lesquels, eh bien écoutez, on va égrener ces petits cailloux ensemble. C'était Baldur von Schirach, le ministre de la jeunesse d'Hitler, qui disait, en ces temps heureusement révolus, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Non, aujourd'hui on est plus soft, quand j'entends le mot culture, eh bien je sors ma Covid-19. Et la culture, où elle est? Elle a disparu, elle est morte, musée, cinéma, théâtre, etc., etc., eh ben on n'en parle plus. Mais si, on va en parler, effectivement, tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours le même refrain. Bla bla bla. Vous allez me dire que, en culture, en théâtre, au cinéma, on parle, oui, mais en ce moment, on parle, mais on s'angoisse surtout. Et il y a de quoi s'angoisser, ça fait 1 an, Premier reconfinement, second confinement, couvre-feu à 18h, etc. Résultat, pour la culture, on se serre, non seulement on se serre la ceinture, mais la grande muette, c'est devenu la culture. Alors, Roselyne Bachelot va aller à Amiens ce vendredi pour rencontrer des artistes et des directeurs de salles. Et pour en parler, les intermittents d'ailleurs, les intermittents du spectacle prévoient de se mobiliser, effectivement. Le monde de la culture est en péril. Je ne sais pas s'il est en péril, mais enfin, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Et on peut se poser la question. On voit ce qui se passe dans les gares, dans les trains, etc. On voit qu'on essaye, effectivement, Emmanuel Macron, de ne pas reconfiner dur. Mais alors, les cinémas, on ne pouvait pas prévoir des gestes barrières, les théâtres non plus, ne parlons pas des restaurants, on en a beaucoup parlé ici. Mais, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et on se dit, au fond, que fait Roselyne Bachelot? Attention, je ne veux pas faire de Roselyne Bachelot la chèvre émissaire de ce qui se passe. Mais quand même, j'ai été très frappé. Sur les réseaux sociaux, il y a une compilation des déclarations de Roselyne Bachelot avant d'être nommée ministre de la Culture. Écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Vous ne voulez pas sacrifier le bonheur à la politique, c'est ce que vous avez dit. C'est bien cela. 30 ans de vie politique, et puis au-delà de cette vision uniquement personnelle du bonheur, les Français nous disent quelque chose, et ils nous l'ont redit au cours des élections régionales. Oui. On veut plus voir les mêmes têtes. J'ai fait mon temps dans la politique active. Jamais vous reviendrez à la politique? Jamais. Jamais. J'ai pris cette décision bien avant 2012. J'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Donc aujourd'hui, si on vous appelait, vous diriez non, même pour... Non, mais oui, je dirais non, oui, tout à fait. Et on a curieusement des élus totalement hors sol. Cette conjonction de ce mouvement qui est totalement paradoxal fait que je me sentirais pas bien du tout dans la politique telle qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez regarder ce qu'il l'appelle. Pardon, ça peut être une urgence, peut-être qu'un ministre qui l'appelle, un conseil à donner, vous savez. Oui, c'est peut-être redevenir ministre. C'est pour ça qu'elle laisse son téléphone. Mais voilà, c'était chez Laurent Ruquier, avant c'était chez Jean-Jacques Bourdin, et c'est Philippe
Philippe Bilger, non, pas question. J'ai fait mon temps. Les Français veulent voir de nouvelles têtes. Et puis enfin, les élus sont hors sol. C'est fini, on voit bien ce qui se passe. Et alors, c'est ça qui est magnifique chez les politiques, c'est qu'on les appelle, la sonnerie du téléphone retentit. Roselyne, veux-tu admise la culture ? Oui, et on fonce et on est là. Et malheureusement, et ça c'est la faute de personne, et surtout pas de Roselyne Bachelot, le Covid arrive. Lorsque le Covid paraît, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien alors, il se passe rien. Parce que quand même, elle aurait pu exprimer sa voix là actuellement. Elle aurait pu dire, attendez, je ne suis pas d'accord avec cette manière de confiner. Je ne suis pas d'accord avec cette manière d'exercer le couvre-feu pour la culture. Je ne suis pas d'accord. Ça se dit, vous savez, Roselyne Bachelot, puisque vous avez dit vous-même que vous ne vouliez pas. Je respecte mes engagements. Vous ne les avez pas respectés. Mais alors, si vous ne les avez pas respectés, c'est pour faire entendre cette voix de la culture. À quoi sert un ministre sinon ? Eh ben, on l'entend pas beaucoup. On l'entend même pas du tout. Alors je veux bien qu'il y a des choix, etc. Mais à un moment donné, la femme ou l'homme doit passer avant la ministre. Je crois, mais enfin après tout, ce n'est que mon opinion personnelle. Et voilà. Et pour le moment, effectivement, on va rencontrer, on va voir. Mais évidemment que ce n'est pas Roselyne Bachelot qui décide, c'est Emmanuel Macron et Jean Castex. Enfin surtout Emmanuel Macron. Mais en attendant, quand on est ministre et quand on voit qu'on ne peut rien faire, eh ben, je veux bien ce que disait Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, mais ça ferme sa gueule, ok, mais peut-être ça peut aussi démissionner, comme l'a fait, qu'on le s'en réjouisse ou qu'on le déplore, un certain Nicolas Hulot qui constatait qu'il ne pouvait rien faire au ministère de l'écologie. Alors, Roselyne Bachelot, eh ben on vous attend, et évidemment, les antennes de Sud Radio vous sont largement ouvertes. Mais arrêtez avec ce côté, ah non, moi j'y vais pas, ah non, je ferai jamais, ah non, moi ceci, moi cela. Vous ne voyez pas combien tous, et il n'y a pas que vous, ça dévalorise et la fonction, et la parole du politique, et la confiance envers le politique. Voilà le petit message d'André Berkoff à notre ministre de la Culture. N'oubliez pas que la culture, c'est aussi la nourriture de l'âme, et donc c'est aussi vital. Voilà, et puis vous aussi, si vous voulez réagir à ce sujet, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Voilà la meilleure chanson de Pierre Perret, La femme grillagée, sur ces femmes qu'on enferme, sur ces femmes qu'on empêche de respirer quelque part. On voit les millions de femmes en Iran et ailleurs qui ne pensent qu'à une chose, c'est enlever le voile. Et là, en ce moment, c'est très intéressant ce paradoxe français. On discute sur la loi, la fameuse loi sur le séparatisme. Et voici comment le 4 février, Gérald Darmanin annonçait le projet de loi. Notre ministre de l'Intérieur, écoutez. Aujourd'hui, nous avons un texte très courageux. Un texte très courageux qui vise à lutter contre le terreau du terrorisme, qui vise à lutter contre les séparatismes et singulièrement le premier d'entre eux, le plus meurtrier évidemment, celui qui nous préoccupe aujourd'hui et sans doute pour quelques années, qu'est le séparatisme islamiste. Séparatisme islamiste, donc c'est pour ça qu'on est en train de discuter de la loi. Eh bien, pour certains députés, ah non, c'est pas du tout le pas. Non, c'est pas du tout le problème. Pas du tout. Le problème, c'est encore une fois, voilà, c'est contre le voile, et vous oubliez que les traditions chrétiennes et l'Église, eh bien, c'est aussi le voile. Ah bon, c'est la même chose ? Ah ben, c'est la même chose. Vous vous rappelez d'Aurélien Taché qui disait, c'est comme le serre-tête de nos grands-mères, magnifique, phrase culte, le voile islamique, c'est comme le serre-tête de nos grands-mères. Et voici ce qu'a dit Éric Coquerel, député La France Insoumise, écoutez. Savez-vous que le voile d'une mariée chrétienne signifie le fait qu'il y a une soumission de la femme à son époux? Relisez les textes. Est-ce qu'au nom de cette revendication, vous allez demander dorénavant que les mariages religieux ne se fassent plus de la même manière? Est-ce qu'au nom de ça, vous allez considérer que toute religion, tout signe d'une religion qui, quelque part, cautionne cette vision de la femme et l'homme sont à bannir? Bien sûr que non. Voilà. Donc, effectivement, allez, après le serre-tête, c'est le voile, effectivement, le voile, la tulle en blanc d'une mariée dans une cérémonie, effectivement, catholique ou autre. Voilà, c'est la même chose, effectivement.
en oubliant peut-être que ce voile de la mariée, il est porté uniquement le jour du mariage, tandis que l'autre voile, j'ai l'impression qu'il est quand même porté en permanence. Ça n'a rien à voir. Mais, ce n'est pas tout, Il y a Florent Boudier. Florent Boudier est député LREM de Nouvelle-Aquitaine, et lui, il a cité un article de Famille chrétienne à l'Assemblée nationale. Écoutez. Je voudrais vous lire ce qu'écrit Famille chrétienne sur le sens de la première communion. Le sens de la première communion. Lisons-le ensemble. La première communion concerne fondamentalement deux personnes, l'enfant et Jésus. Ce n'est pas une démarche à sens unique, c'est une rencontre. Et malgré les apparences, celui qui prend l'initiative n'est pas un enfant, n'est pas l'enfant, ni ses parents, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons par conséquent nous dire que dans les religions, la question du consentement de l'enfant mineur, la question des pressions, des traditions, des habitudes familiales, elle existe. Et voilà, la première communion, effectivement, l'enfant est soumis, encore une fois, on l'oblige, évidemment. Il n'a pas son mot à dire à ce moment-là, et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que ce soit chez Éric Coquerel ou chez Florent Boudier, on dit oui, d'accord, vous me parlez du voile, la soumission, mais attendez, dans le christianisme, c'est exactement la même chose. Ah bon, c'est exactement la même chose? Écoutez, on va en parler avec quelqu'un qui connaît la musique, au bon sens du terme, c'est Odon Vallée, qui est historien, qui est spécialiste des religions, qui est président fondateur de la Fondation Vallée et qui s'occupe des bibliothèques, qui fait un travail formidable. Bonjour Odon Vallée. Bonjour. Alors vous venez d'entendre donc Éric Coquerel sur le voile de la mariée lors pendant la cérémonie du mariage et sur la première communion. Et pour dire, vous voyez, il n'y a pas que le voile islamiste ou islamique, il y a les autres. Quelle est votre réaction ? Alors, il y a un très beau tableau de Picasso qui date de 1893, qui montre une très jeune fille qui a 12 ou 13 ans, qui fait sa première communion avec un voile qui ressemble au voile de mariée. Ouais. Au temps antique de Rome, le mariage, le voile, s'était donné à une jeune femme nubile. Nubile, c'est la même racine que nuage. Le nuage, ça cache le soleil. Ouais. Et c'était nubes, parce que le voile, ça cache le visage. Donc c'était normal. Et les vestales, qui étaient des prêtresses romaines célibataires, elles avaient obligatoirement le voile. Et le voile des religieuses catholiques, c'est également justement issu de ces prêtresses romaines. Donc le voile, ça a toujours existé. Et n'oublions pas que normalement, les femmes vont à l'église la tête couverte. Maintenant, c'est fini, mais c'était longtemps comme ça. Oui. Toute femme qui prie ou prophétise la tête nue fait un affront à son chef. 1 Corinthiens 11,4, c'est du Saint Paul. Donc, en réalité, tout ça, c'est une longue tradition, mais n'oublions pas que l'origine du voile se trouve non pas dans l'islam, mais dans les lois assyriennes attribuées au roi Téglat-Phalazar Ier, 1100 avant Jésus-Christ. Les femmes mariées qui sortent dans les rues n'auront pas la tête découverte, parce que si elle appartient à un homme, comme on dit, il faut que ça se voit, elle n'est pas à prendre. Et les prostituées, interdiction d'avoir un voile. C'est l'inverse. Alors, Odon Vallée, sauf que nous sommes aujourd'hui en 2021, est-ce que la signification du voile, je veux dire, telle qu'elle est portée, effectivement, au demandé, au Proche-Orient, ou parce que la religion islamique, le Coran, n'oblige absolument pas, et n'oblige pas au voile des femmes. Est-ce que ce voile, en tout cas, pour parler très clairement, est-ce que ce voile que les Iraniennes, par une centaine de milliers, demandent à s'en débarrasser, etc., est-ce que c'est la même signification aujourd'hui? On parle d'aujourd'hui, puisque ça s'est passé hier, cette altercation entre le voile de la mariée, là je parle d'aujourd'hui, et les voiles portés par un certain nombre de croyantes. Comme disait ma grand-mère, il faut vivre avec son temps et on ne doit pas forcément impliquer des traditions vieilles de 2000 ans. Le Coran dit toutefois, dit aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime, et elles doivent, si vous voulez, mettre
un linge, un vêtement pour cacher leur poitrine. Pour le crâne, on ne lit pas. Donc que ce soit hijab arabe ou tchador en persan, il faut vivre avec son temps et admettre effectivement qu'on ne soit pas obligé de mettre le voile. Cela étant, j'ai enseigné pendant 9 ans les sciences humaines aux hôpitaux Bichat et Lariboisière, Saint-Louis, et je disais toujours à mes étudiantes en première année voilée, vous êtes voilées, je ne dis rien, mais l'an prochain, dans votre stage d'infirmière, quand vous serez avec les malades, interdiction de mettre le voile. Aux juifs qui mettaient la kippa, je leur disais la kippa, ça va, mais quand vous serez en service dans vos stages, pas de kippa. Et aux chrétiens, pas de signe vraiment trop grand de croix qui se voit de trop loin. En d'autres termes, la laïcité commande qu'on n'impose pas ses croyances aux autres. Par contre, on doit être tolérant à l'égard de ce qui est raisonnable. Pas question de mettre un voile sur tout le visage où on ne verrait que les yeux. Déjà, avec le masque anti-Covid, c'est pas agréable. Mais quand il s'agit d'un voile, si vous voulez, qui est mesuré, ça va. Alors, le grand champion du voile, c'était Kadhafi. Parce qu'il avait autorisé les jeunes musulmanes de son pays, tout le monde est musulman en Libye ou presque, à porter des voiles de toutes les couleurs. C'est un peu comme les foulards Hermès, c'était magnifique. Et le voile était en Libye une sorte de marque de coquetterie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas au Don-Vallée. On va en parler après ceci. On reste ensemble et on s'en parle après une petite pause. À tout de suite au Don-Vallée. Et nous continuons notre discussion avec Odon Vallée, historien spécialiste reconnu, très connu des religions et président fondateur de la Fondation Vallée. Odon Vallée, je veux bien, et c'est très bien d'avoir évoqué l'histoire et les traditions et Kadhafi, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, et c'est quand même le sens de la base, quand on dit, comme on a entendu ces députés dire oui, mais nous, il y a le serre-tête, il y a le voile de la mariée, mais on sait très bien quand même que dans l'histoire du voile, hijab ou niqab et compagnie, il y a quand même une question de soumission. On ne peut pas l'exclure, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, les mots dans les langues sémitiques, c'est-à-dire en arabe et en hébreu ou dans d'autres langues, ont des sens multiples. Si vous prenez le mot shalom, qui veut dire paix. Salam, shalom, oui, d'accord. Et islam, c'est la même racine, mais en même temps, le sens premier, c'est pas la paix, c'est la soumission à Dieu, parce que c'est Dieu qui apporte la paix. Vous voyez comme c'est compliqué. Cela étant, il faut bien entendu évoluer. Il n'est pas question de rester avec les mêmes traditions vestimentaires, donc on doit laisser une certaine liberté à la fois aux messieurs et aux dames, il y a les deux, hein. Toutefois, il est interdit à un homme d'aller dans une église avec la tête couverte. Il doit être couvert. Mais ça, c'est dans l'église. Mais pardon, on parle dans le domaine public. Hein, alors justement. là, vous avez raison. Dans le domaine public, il faut évidemment une plus grande liberté. Cela étant, n'accablons pas trop ceux qui proposent un voile mesuré. Ce n'est quand même pas forcément un signe de soumission, c'est plutôt un signe de tradition. Si ça permet à ces jeunes femmes de ne pas être importunées dans certains quartiers, pourquoi pas? Par contre, les musulmanes qui luttent contre certaines traditions qui leur semblent incompatibles avec la féminité ou le féminisme, il ne faut pas les critiquer elles non plus, elles ont leur raison. Écoutez, quand on habille d'une certaine façon les petites filles aussi et en permanence, on peut se poser des questions. Hein. Moi, je crois que le problème au Don Vallée, en fait, c'est toujours la question de la liberté. Où s'arrête la liberté, où elle commence? Parce que si ma liberté consiste, parce que si quelqu'un est offensé, mais vous aurez toujours un traditionnaliste, d'ailleurs pas ceux qui soient musulmans, juifs ou autres, ou catholiques, qui dira « Ah là là, cette tenue m'offense. Alors il faut que je cède, moi, parce que tel ou tel me dira « Ah, cette tenue m'offense. » Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous voulez, dans d'autres religions, il y a les mêmes problèmes. Hein. Si vous allez en Inde, dans les religions de l'Inde, il y a des tenues diverses qui sont, dans certaines confessions, obligatoires. Bon, c'est très difficile de s'en prendre à toutes les religions de la planète. Tout ce qu'on peut demander, c'est une interprétation qui préserve une certaine liberté des personnes, quitte à ce que lorsqu'on entre dans une église, une mosquée, une synagogue, on est bien d'accord. On est
Non, les textes couverts ou pas tout à découverts. fait. Il faut respecter, évidemment, dans les lieux de culte, il faut respecter ces lieux de culte et leurs règles. Ça, on est tout à fait d'accord. Ouais. Simplement, je dirais, pour terminer, cher Odon Vallée, que je préfère une liberté certaine à une certaine liberté. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Odon Vallée. Merci pour vos mille éclaircissements. fois. Merci, au revoir. Merci encore Odon Vallée. Je rappelle, la Fondation Vallée, c'est la plus grande fondation privée au monde en matière de bourse d'excellence et le plus grand réseau de bibliothèques de toute la francophonie. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec Rémi Prudhomme, qui est professeur émérite d'économie à l'Université de Paris 12 et auteur de 100 cailloux dans la chaussure de Monsieur Macron aux éditions L'Artilleur. Alors, je suis heureux de recevoir Rémi Prudhomme. Il dit dans son avant-propos, et il le dit, et c'est une bonne chose de le dire, il dit ceci en parlant de lui-même. L'auteur a la chance d'être totalement indépendant. En tant que professeur des universités, sans patron, sans parti, sans idéologie, sans carrière à faire, il peut penser librement et écrire ce qu'il pense. C'est un privilège assez rare. Il se fait un devoir d'en profiter. Eh bien, et nous aussi, cher Rémi Prudhomme. Alors, les 100 cailloux dans la chaussure de Monsieur Macron, j'ai lu, vous parlez effectivement des notes, des articles, des chroniques que vous avez rédigées au fil du temps, 2018, 2019, 2020. Et vous parlez de tout. Et c'est intéressant parce que vous dites vous-même que vous n'avez rien corrigé. Et honnêtement, à la relecture, eh ben, écoutez, vous ne vous êtes pas beaucoup trompé, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, je voudrais qu'on aborde un certain nombre de sujets, parce que c'est vrai que quand on lit ça dans la continuité, mais on a l'impression, et je voudrais voir le fil rouge, c'est un peu la chronique, quoi, d'un hors-sol, d'un apprentissage, je dirais, d'un déplacement annoncé. On ne voit pas de ligne, on voit des choses et à chaque fois on se heurte. Et c'est quoi ce que vous dégagez de cette gestion, effectivement macronienne, depuis 3 ans ? D'abord, je ne parle pas de tout. Bien sûr. C'est ce qui me distingue des journalistes et des hommes politiques. Je parle de choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler et où j'ai quelques connaissances. Je pense qu'elles sont très limitées. C'est le climat, l'énergie, les transports, l'environnement, principalement. C'est déjà pas mal, oui. Ce qui fait en effet un champ dont je pense qu'il doit être représentatif. Mais j'imagine que dans des tas d'autres domaines où je n'ai pas travaillé, il se passe la même chose que dans ceux que j'ai un peu étudiés, c'est-à-dire que des idées fausses, des slogans tiennent le haut du pavé. Alors justement, parlons en détail, prenons quelques exemples, parce que vous en parlez beaucoup. Justement sur, par exemple, les accords de Paris, qui ont été signés bien avant Macron, bien sûr, mais sur la gestion du Covid, vous en parlez en fin de parcours, bien sûr, puisque ça avait commencé, hélas, ça fait 1 an maintenant, mais voilà, sur les retraites, vous parlez quand même des retraites, vous ne parlez pas que de cela, mais je voudrais juste, par exemple, parler sur l'environnement, sur l'éolien, sur les changements climatiques, sur tout ce qui se passe là-dessus. Alors ça, c'est l'un des domaines dans lesquels j'ai le plus travaillé. J'ai écrit 2 ou 3 ouvrages qui étaient consacrés à ces thèmes, qui ont d'ailleurs changé. Vous avez dit environnement, et puis ensuite vous avez parlé éolien. Autrefois, il y a 25 ans, quand je m'occupais de l'environnement c'était essentiellement la pollution. Et ce qui est très frappant, c'est que ce thème de l'environnement a été progressivement éclipsé, mis de côté par le thème du climat. C'est au point que le mot d'environnement a disparu de l'intitulé du ministère qui, en France, s'occupait de l'environnement. Il n'y a plus de ministère de l'environnement. Ouais. Il y a un ministère de la transition écologique et solidaire. L'environnement est passé à la trappe. C'est, je pense, déplorable. Et ça traduit quoi, ça, justement ? Ce changement sémantique, comme on dit. Eh bien, il traduit une nouvelle préoccupation. Alors, je ne suis pas sûr de savoir bien tout ce que ça traduit. Ça traduit essentiellement l'apparition d'une nouvelle religion, d'une nouvelle idéologie
qui ne se borne pas à regarder l'évolution de la qualité de l'environnement et à réduire la pollution là où elle doit l'être et où elle peut l'être, et où elle l'a été d'ailleurs, dans une très grande mesure, mais qui veut changer tous les comportements, introduire des bouleversements sur largement des fantasmes d'ailleurs, derrière lesquels il y a aussi beaucoup d'argent et beaucoup de lobbies, il y a des lobbies, etc., qui ont beaucoup plus à gagner à ce qu'il y ait des éoliennes qu'il n'y en avait à gagner à ce que l'on réduise la pollution des automobiles ou des rivières. Ça traduit cela, et ça a pris une ampleur, une forme qui est tout à fait inquiétante. En quel sens inquiétante, quand vous dites? Inquiétante parce que c'est devenu une idéologie. Et l'idéologie, comme dit, je crois, Revel, à moins que ce soit Hannah Arendt, je ne sais plus, on ne prête qu'aux riches, l'idéologie, c'est ce qui pense à votre place. Oui, c'est ça. C'est ce qui pense à votre place. En fait, ce n'est plus la vérité scientifique qu'on cherche, c'est imposer son opinion, imposer son schéma idéologique. Oui, c'est renoncer à réfléchir par soi-même, on peut dire aussi, c'est introduire la dichotomie du bien et du mal à la place de la dichotomie du vrai et du faux. Alors, on entend bien que c'est pas facile de distinguer le vrai du faux, mais si on n'essaye pas, on est sûr de ne pas y arriver. Vous savez que c'était un situationniste, Guy Debord, qui disait « Dans une société renversée, le vrai ne devient plus qu'un moment du faux ». C'est ça. Oui, Orwell, dans 1984, présente une situation dans laquelle les mots changent de sens, dans laquelle le ministère de la vérité est en réalité celui du mensonge. On en parle à la prochaine heure avec justement Céline Alonso et Kevin Bocco-Victoire sur Orwell. Mais alors, revenons à cela, Rémi Prudhomme. Et vous montrez très bien, parce que vous abordez énormément, effectivement, de dimension de là, et on montre très bien quelque chose qui m'a frappé dans votre livre, et on le voit à mesure, c'est qu'au fond, vous dites effectivement que la recherche scientifique, on l'a vu avec le Covid-19, n'est plus la chose la plus importante. C'est peut-être, je ne sais pas, une manière de gouverner. C'est quoi? C'est d'un côté, on a l'impression qu'on gouverne au doigt mouillé, qu'on navigue au doigt mouillé, et d'un autre côté, qu'on édicte des choses qui contradictoires, où les gens ne se retrouvent plus du tout. Alors, le cas du Covid est un peu particulier. Je n'avais jamais véritablement réfléchi aux problèmes de santé. Je n'imaginais pas que ce soit un domaine dans lequel on mente ou on extravague autant que dans le domaine que je connaissais des transports ou de l'énergie. Et c'est avec un peu de surprise que j'ai vu que c'était au moins aussi grave, sinon encore plus grave et plus inquiétant. C'est une découverte de l'année 2020. Je suis arrivé comme un béotien, et puis j'ai essayé de m'informer un peu, et j'ai été terrifié par la légèreté, les contradictions, la fausse science, alors dans tous les domaines, la notion de science et de savant est un petit peu en train de se corrompre et de se diluer, parce que c'est très compliqué, parce que aussi il y a des intérêts aussi. Il y a une science instituée. Oui, il y a des intérêts. Ça, il y a toujours eu des intérêts. On ne peut pas l'empêcher. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a une institutionnalisation de la science qui est particulièrement frappante en France, qui est plus marquée en France qu'ailleurs. Oui. Et on pourrait d'ailleurs, entre les résultats déplorables que la France a obtenus dans ce domaine, et ce côté
particulier du poids de l'État et du politique dans les institutions et dans la science, établir une corrélation. Alors, l'économiste que vous êtes, le professeur que vous êtes, comment traduit-il cette je ne dirais pas mainmise, mais enfin cette importance énorme du Conseil scientifique qu'on a créé autour du gouvernement, du Conseil de défense, puisqu'on est en période de défense sanitaire, voire d'urgence sanitaire. Ça traduit quoi, ça, Rémi Prudhomme? D'abord, avant de traduire, il faut l'expliquer. C'est une affaire de sociologue ou de politicologue, plus qu'une affaire d'économiste. Donc je suis très, très humble quand j'avance des explications. D'abord, il y a ce trait historique de l'importance de l'État dans la connaissance en France, qui est beaucoup plus grande qu'ailleurs. Ça se manifeste dans le fait que l'État a toujours créé des institutions quand il avait un besoin, des institutions dont il avait le contrôle. Henri Queuille disait, dès qu'il y a un problème, créons une commission. Oui, mais bien avant lui, dès qu'il y a un problème, créons une grande école dont on va nommer le patron. On a vu ça pour la magistrature. On ne peut pas laisser des gens dans des facultés de droit avec des professeurs indépendants qui peuvent dire n'importe quoi. On veut avoir une école de la magistrature. On en nomme en Conseil des ministres le ou la responsable, et on fabrique des gens qui vont fonctionner comme l'État l'entend. Au moule. On a fait ça dans tous les domaines. Dans la recherche, il y avait deux modèles. Il y avait le modèle soviétique dans lequel il y avait des académies des sciences étroitement contrôlées qui faisaient de la science, et puis le modèle américain ou européen, il était bismarckien aussi, dans lequel on avait des universités indépendantes qui produisaient de la science. Et la France a pris un modèle mixte en créant le CNRS, et aussi en créant dans chaque ministère ces institutions, avec toujours des patrons nommés en Conseil des ministres, qui sont parfois des gens compétents d'ailleurs, mais pas toujours. Mais pas toujours. On se retrouve après une toute petite pause avec Rémi Prudhomme. À tout de suite. Et avec vous, et vous continuez, restez avec nous. On continue de suivre, comme le petit pousset, le chemin laissé par Emmanuel Macron et ses 100 cailloux. Et nous sommes toujours avec Rémi Prudhomme, avec le professeur, l'économiste Rémi Prudhomme, pour son livre très coruscant et très très informatif, Les 100 cailloux dans la chaussure de Monsieur Macron, paru aux éditions de l'Artilleur. Rémi Prudhomme, justement, hier, nous parlions dans cette émission même de cet arrêté qui était salué par tout le monde, les acteurs, le showbiz, Nicolas Hulot et tout le monde, en disant nous avons gagné, c'est l'affaire du siècle. En fait, le tribunal administratif qui a condamné l'État français à 1 euro, à une amende d'1 euro, ce qui est absolument remarquable, sur le fait qu'il a manqué à ses devoirs concernant le CO2. Alors qu'on sait très bien que la France est le pays d'Europe et sinon du monde qui émet le moins de CO2. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire du siècle, justement ? J'ai pensé que c'était une affaire importante parce que ça nous dit sur le rôle des juges dans notre société. Alors d'abord, on est en plein théâtre, parce que il y a 4 associations. Oui, des ONG qui se sont adressées au tribunal pour condamner l'État qui n'aurait pas tenu ses promesses. Alors, du point de vue juridique, c'est tout à fait correct. Et il n'y a rien à critiquer dans ce jugement. Il s'est passé que l'État a pris toutes sortes d'engagements, fait toutes sortes de promesses qui étaient intenables. Elles n'ont donc pas été tenues. Et donc, les associations militantes ont beau jeu de dire mais vous n'avez pas tenu vos promesses. C'est vrai, ils ont totalement raison. L'État n'a pas tenu ses promesses.
mais on est en plein cinéma ou en plein théâtre, parce que il est condamné, mais il est condamné à quoi? Il est condamné à payer 4 €. Donc c'est un gag, c'est un gag, c'est un simulacre de jugement. Ça, c'est le premier point, que la justice devient du théâtre. On pense à Shakespeare qui dit tout le monde n'est qu'une scène. Le théâtre. Alors, mais second deuxièmement, point. Le second point est que les juges font de la politique, parce que les 4 associations en question sont des institutions politiques. Il y en a 2, les 2 plus importantes sont présidées par des personnalités politiques importantes françaises, à savoir Madame Duflot qui a été ministre et Monsieur Juillard qui a été l'un des piliers de la mairie de Paris. Et quant à une autre, il y en a une autre qui dit en toutes lettres qu'elle a pour fonction de changer les comportements humains. Elle s'appelle de l'homme, de la nature et de l'homme. Dans cet ordre-là, d'ailleurs, pas dans l'autre. Donc on est en pleine décision politique. Alors, c'est pas sans poser un problème sur le rôle croissant des juges dans la vie politique. Et le troisième, ça nous ramène un peu au livre que j'ai écrit, c'est que on fait ça au nom de la science. Oui, c'est au nom de la science. On présente le bien, ce qui est bien, qui est de prendre les mesures qui avaient été décidées par l'État et qui sont généralement absurdes au nom de la science. Mais la science dont il s'agit, c'est la doxa réchauffiste. C'est le catalogue que récite Greta Le credo Thunberg. Réchauffiste, c'est ça. Greta Thunberg. Greta Thunberg, priez pour nous. grande scientifique qui a arrêté d'aller à l'école à 15 ans, et ce qui le présente le mieux, c'est pas moi qui dis ça, c'est tous les réchauffistes qui se mettent à genoux devant Greta, du pape à Macron en particulier, ce qui a quelque chose de drôle. Et Madame Baratin, qui est Vous l'inventez pas, ça? Je n'invente pas du tout. L'arrêt est rédigé par une magistrate rapporteure qui s'appelle Baratin et qui a écrit 40 pages. Bon, je ne veux pas reprocher à quelqu'un son nom, ça serait du dernier mauvais goût. Du très mauvais esprit. Et ça serait ridicule. Mais enfin, c'est tout de même pas sans intérêt totalement. Elle s'en mêle les pédales dans des histoires de chiffres. On sent bien qu'elle a, avec les chiffres, un rapport qui n'est pas terriblement amical. Harmonieux, ouais. Et donc, il est facile de montrer des contradictions. Donc, on a la justice qui fait une pseudo-justice, qui fait de la politique et qui fait de la science, qui dit ce qui est le vrai en matière de science. Et donc il y a là quand même quelque chose qui est un peu inquiétant. Alors justement, Rémi Prudhomme, si on résumait tout cela, ce n'est pas en quelques minutes, et je recommande vraiment, je renvoie nos auditeurs de Sud Radio à votre livre, Les 100 cailloux dans la chaussure de Monsieur Macron. 100 cailloux, ça fait beaucoup, hein. Comment voulez-vous qu'ils soient en marche avec vos cailloux? C'est pas possible, là, il y a un problème. Mais si on, justement, est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là, en fait, que nous sommes, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, il ne faut pas lui jeter la pierre, ça date d'il y a des décennies, qu'au fond, il y a des gens qui disent, nous sommes le camp du bien, nous savons ce qui est bon, nous savons ce qui est vrai, nous savons ce qui est scientifique, et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben vous êtes soit des complotistes, soit des mauvais esprits, soit ceci, soit cela. Est-ce que ce n'est pas le fil rouge? Est-ce que ce n'est pas ça? Oui, le fil rouge, il n'y a pas de fil rouge parce qu'il n'y a pas de thème, c'est pas structuré comme un ouvrage vous comprenez académique. Ce que je vais vous dire. Enfin, oui, je comprends bien, mais on met le doigt, et je le fais sur des cas très précis et très concrets, où on voit que ce qui compte, c'est même pas le vrai et le faux, c'est le bien et le mal. Le seul critère, c'est le bien et le mal. Et ça repose sur des notions sur la réalité qui sont tout à fait fantasmées,
Alors, l'énergie nous fournit beaucoup d'exemples. Les voitures électriques, par exemple, c'est au nom de la lutte contre le CO2. Mais quand on regarde de près, on voit que dans la plupart des pays, peut-être pas en France d'ailleurs, mais dans la plupart des pays, les voitures électriques rejettent autant ou plus de CO2 que les voitures ordinaires, parce que il faut de l'électricité qui est fabriquée dans beaucoup de pays, en Chine et ailleurs, en particulier en Chine, une électricité qui rejette beaucoup de CO2, et les batteries qui sont toutes fabriquées en Chine, dont la fabrication est extrêmement coûteuse en CO2. C'est-à-dire qu'un esprit rationnel, même si on croit que le CO2 est l'ennemi public numéro 1, ce qui n'est pas une évidence aussi éclatante qu'on veut nous le faire croire, même si on croit ça, il faudrait être très prudent pour ce qui est de la voiture électrique. Et ce que vous dites est vrai pour les intermittents du spectacle, des polluants, les éoliennes par exemple. Là aussi, ça dégage quelques CO2. Hein. Alors, les éoliennes elles-mêmes ne rejettent pas beaucoup de CO2, elles n'en rejettent pas quand elles tournent. Mais pour construire une éolienne, on est obligé de faire des milliers de tonnes de ciment. Il n'y a rien de plus polluant en CO2 que le ciment. Donc effectivement, attention à cette espèce d'idéologie de religion du bien. Et c'est vrai que face à cette doxa, il est bon de lancer des cailloux, et Rémi Prudhomme le fait avec beaucoup de talent. Je rappelle le titre de son livre « 100 cailloux dans la chaussure de Monsieur Macron », édition L'Artilleur.